Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui le cours de l'anémie par carence en facteurs antipernicieux. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et c'est parti. Alors, comme le cours est un peu long, je vais me tarder sur les notions qui nécessitent une compréhension et tout ce qui reste, voilà, c'est d'accord? Donc, définir la carence en facteur antipernicieux. Il faut savoir que l'anémie par carence en facteur antipernicieux, c'est une anémie qui est macrocytaire. Premièrement, on va définir le mot anémie. Anémie, c'est-à-dire que l'hémoglobine totale dans le sang est diminuée. D'accord? Au lieu de dire diminution de l'hémoglobine dans le sang, on dit anémie. Donc c'est un terme qui regroupe tout ça. D'accord? Il faut savoir aussi que l'anémie est un signe biologique, non pas une maladie. D'accord? Faut pas confondre. Donc l'anémie est un signe biologique. D'accord? Qui oriente vers une pathologie. Macrocytaire, c'est-à-dire que les globules rouges sont vraiment agrandis de taille. D'accord? Macrocytaire, c'est aussi un signe biologique. A régénératif, c'est-à-dire le taux de réticulocytes est inférieur à 120 000 éléments par millimètre cube. D'accord? A régénératif. Mégaloblastique, méga, c'est-à-dire quelque chose qui est géant. D'accord? C'est après le synonyme de macrocytaire. Ok? Dû à un déficit en facteurs antipernicieux. Les facteurs antipernicieux, il y a deux facteurs. C'est le vitamine B12 et le vitamine B9. Le vitamine B12, on peut aussi l'appeler cobalamine. La vitamine B9, on peut aussi l'appeler l'acide folique ou le folate. Ok? Qui sont des facteurs exogènes nécessaires à l'érythropoïèse. L'érythropoïèse, qui est la synthèse des globules rouges, nécessite trois facteurs en réalité. Le vitamine B12, le vitamine B9 et le fer. Vitamine B12 et le vitamine B9 sont les facteurs antipernicieux. D'accord? Donc, tout manque de ces deux facteurs va causer une anémie. Très bien. Décrire l'épidémiologie, donc la carence en fer est la plus fréquente, donc l'anémie carentielle la plus fréquente c'est la carence en fer, et puis on a la carence en facteur antipernicieux qui vient après. La carence en facteur antipernicieux représente 25% des anémies carentielles. Donc la carence en folate, quand par exemple il y a des organismes en expansion, femmes enceintes et nourrissantes, donc l'apport ne sont plus suffisants. La carence en vitamine B12, quand il y a par exemple une malabsorption ou un problème digestif. D'accord? On va faire un petit rappel physiologique. Un petit rappel physiologique, à votre droite c'est le vitamine B12 et à votre gauche c'est le vitamine, je vais essayer de... Voilà, donc le vitamine B12 se trouve en tout ce qui est viande, poisson et œufs. D'accord? Tandis que vitamine B9 se trouve tout ce qui est légumes verts, crudités et fruits. Donc, vous savez que c'est opposé. C'est une astuce pour les apprendre. Donc, vitamine B12 en tout ce qui est viande, poisson, œufs et protéines animales. Vitamine B9, par contre, se trouve tout ce qui est légumes verts, crudités et fruits. Super. Les besoins journaliers, c'est apprendre aussi les valeurs. Donc, la vitamine B12, on a besoin de 1 à 3 microgrammes par jour. Et la vitamine B9, on a besoin pour l'adulte de 200 microgrammes par jour. Pour la femme enceinte, c'est le double, c'est 400 microgrammes par jour. Donc, c'est une petite astuce pour retenir cette valeur. D'accord? Donc, vitamine B12, c'est 12. D'accord? Et vous séparez les deux chiffres par un slash, donc c'est 1 à 2, à peu près 1 à 3 microgrammes. D'accord? Vous pouvez utiliser n'importe quelle astuce, mais je trouve que c'est l'astuce la plus efficace. La vitamine B9, j'ai pas d'astuce, donc il faut apprendre le chiffre comme ça. Vous trouvez dans d'autres sources une valeur contenue entre 100 et 200 microgrammes par jour. Voilà la valeur. D'accord? Les réserves, par contre, donc les réserves pour la vitamine B12, c'est 5 mg, principalement dans le foie. La vitamine B9, aussi principalement dans le foie, c'est 7 à 15 mg. L'absorption
Pour la vitamine B9, se trouve au niveau du jejunum proximal. Et pour la vitamine B12, c'est l'ilion distal. Donc, pour la vitamine B9, c'est le jejunum. Et pour la vitamine B12, c'est l'ilion en présence du facteur intrinsèque qui est vraiment indispensable pour l'absorption de la vitamine B12. Le transport, la transcobalamine 1 et la transcobalamine 2. Je vais essayer de vous schématiser. Donc, la vitamine B12, imaginez que c'est la paroi de l'intestin. Non, ça c'est la paroi intestinale en violet et c'est la paroi de vaisseau sanguin, d'accord? Et voici la vitamine B12 qui est juste là. Elle est absorbée par l'intestin et elle se trouve au niveau sanguin, d'accord? Voici la vitamine B12 et elle doit être acheminée au foie pour être stockée, d'accord? La vitamine B12 au niveau du sang, elle doit se lier à un transporteur. Le transporteur, qui est une glycoprotéine, elle est sous le nom de transcobalamine. Transcobalamine. Tant que la vitamine B12, on a dit qu'elle s'appelle cobalamine, eh bien, le transporteur sanguin de la vitamine B12 s'appelle transcobalamine et on ajoute 2 parce qu'il y a la transcobalamine 1, peu importe. Donc, on focus beaucoup plus sur la transcobalamine 2. D'accord? Et puis, elle est acheminée jusqu'au foie pour être stockée. Elle peut être stockée dans d'autres organes, bien sûr. Très bien. Tandis que la vitamine B9, le transporteur plasmatique s'appelle l'alpha-2 macroglobuline et elle peut être transportée par l'albumine libre. Le rôle pour la vitamine B12, c'est principalement la synthèse de l'ADN. Donc, elle joue un rôle dans l'érythropoïèse, dans la synthèse de l'ADN. Donc, elle joue un rôle dans les mitoses des cellules. Elle est importante pour les mitoses des cellules. C'est pour ça, tout manque de vitamine B12, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de mitoses, ça veut dire qu'il y a un manque de nombre de cellules. Et elle joue un rôle aussi dans la synthèse de la myéline, une gaine des fibres nerveuses. C'est pour ça qu'en cas de manque de vitamine B12, on va avoir des signes neurologiques qui vont nous orienter vers un manque de vitamine B12. Par contre, en cas de manque de vitamine B9, on ne va pas trouver ces signes neurologiques. Pourquoi? Parce que la vitamine B9 joue un rôle seulement dans la synthèse de l'ADN. C'est pour ça qu'en cas de manque de vitamine B9, on va trouver l'anémie, certes, mais on ne va pas trouver les signes neurologiques. C'est pour ça que dans les cas cliniques, on veut trouver des signes neurologiques, c'est-à-dire qu'il y a un manque de vitamine B12 et la vitamine B9 est à exclure. D'accord? Voici un algorithme qu'on va le suivre pour mieux comprendre le mécanisme de tout ce cours. Donc, on a une pathologie quelconque, d'accord? J'ai écrit pathologie en haut. Donc, on a une pathologie quelconque. Elle peut être une pathologie digestive ou peu importe. Les plus fréquents sont les pathologies digestives, d'accord? Les pathologies digestives, que ce soit gastriques ou intestinales, par un mécanisme qui s'appelle la carence en vitamine B12 ou vitamine B9, parce qu'il y a généralement, les étudiants confondent entre carence en vitamine B12, confondent entre mécanisme et pathologie, il ne faut pas confondre entre ça. Un mécanisme, par exemple, une pathologie va donner un signe à l'aide d'un mécanisme. D'accord? Donc, il ne faut pas confondre entre pathologie, entre un mécanisme et entre un signe. D'accord? Les signes, c'est ce que vous voyez ici. Les signes, voici un signe biologique, voici des signes digestifs, voici des signes neurologiques. Le mécanisme, c'est ça. C'est la carence en vitamine B12. D'accord? Et la pathologie, c'est ça. D'accord? Donc, une pathologie quelconque généralement digestive va donner par un mécanisme qui est la carence en vitamine B12 ou la carence en vitamine B9. Généralement, ils sont dissociés, c'est-à-dire soit on a une carence en vitamine B12 ou vitamine B9. Rarement les deux à la fois. D'accord? Ce qui va conduire à l'ensemble des signes suivants. Ce qui va conduire par la suite à une anémie, c'est un signe biologique, c'est logique, d'accord? L'anémie, عندها مؤشرات qui sont les signes. Donc,
un signe qui a des signes. C'est bizarre, mais c'est ça. Donc l'anémie qui est un signe biologique a des signes, d'accord? Donc le vertige, les céphalées, les dyspnées, pâleur cutanéo-muqueuse, plus teinte cireuse. On a ces signes-là qui orientent qu'il y a une anémie. Il y a aussi des signes digestifs. Donc, l'ensemble des signes digestifs est cité dans cette phrase, d'accord, qui est en jaune, qui c'est une astuce pour retenir les signes digestifs de carence de vitamine B12, diarrhée pendant la digestion de la langue. C'est une phrase un peu bizarre, mais c'est une astuce pour retenir les signes digestifs. Donc, diarrhée pendant la digestion de la langue. Diarrhée, donc diarrhée. Pendant la digestion, donc un syndrome dyspeptique, c'est-à-dire la digestion, d'accord, qui est caractérisée par des crampes épigastriques, par des éructations et par le dégoût de viande. De la langue 3, c'est la glossite. La glossite, ça veut dire une langue qui est totalement dépapillée, qui est lisse, qui est rouge et qui est vraiment sensible au chaud et au froid. D'accord? J'espère que cette astuce vous a aidé. Si vous avez aimé cette astuce, pas surtout à mettre un petit like pour la vidéo. Et puis, les signes neurologiques, d'accord, sont retrouvés qu'en cas de vitamine B12, en carence de vitamine B12. La carence en vitamine B9, généralement, elle n'engendre pas des signes neurologiques. Ok? Les signes neurologiques sont résumés dans la phrase pyramide postérieure sclérosée. 1. Pyramide, donc un syndrome pyramidal, sans rentrer dans les détails. 2. Postérieur, c'est-à-dire le syndrome coordonal postérieur. Sclérosé, c'est-à-dire sclérose combinée de la moelle. C'est une autre astuce. Récapitulons un petit peu. Une pathologie quelconque généralement digestive, par un mécanisme qui s'appelle carence en vitamine B12, B9, ce qui veut dire que la carence en vitamine B12, B9 n'est pas une pathologie. C'est un mécanisme. Va donner l'ensemble des signes que vous voyez. Va donner l'anémie, va donner des signes digestifs et va donner des signes neurologiques. Donc, c'est écrit ça. Reconnaître les tableaux cliniques. Donc, on a un syndrome anémique qui est caractérisé par les vertiges, les céphalées, dyspnées, les palpitations, la pâleur cutanéo-muqueuse, etc. Les signes qui sont digestifs, un tableau dyspeptique, glossite et une diarrhée, un syndrome neurologique qui est inconstant bien sûr, qui est spécifique à la vitamine B12, j'insiste. Donc, pyramide postérieure sclérosée et les signes biologiques, bien sûr, c'est l'anémie. Premier signe biologique, c'est l'anémie. On peut aussi trouver une leuconotropénie modérée. On a dit que l'anémie, c'est la diminution c'est la diminution de l'hémoglobine totale dans le sang. Associé à une leuconotropénie modérée, associé à une thrombopénie, le tout, on peut le dire qu'il y a une pancytopénie. On utilise le terme pancytopénie quand il y a une diminution des 3 lignées de plaquettes, de globules rouges et de globules blancs. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a une anémie, on a une leuconotropénie, donc une thrombopénie, donc on a une pancytopénie profonde. D'accord? C'est le résultat de l'hémogramme. L'hémogramme, c'est-à-dire FNS, formule sanguine. D'accord? Le frottis sanguin, quant à lui, s'intéresse à la taille, à la forme et à la couleur des globules rouges. D'accord? L'hémogramme, c'est beaucoup plus quantitatif, c'est-à-dire il nous donne des chiffres, tandis que le frottis sanguin, il nous donne des caractères, c'est-à-dire s'il y a par exemple quelque chose d'anormal concernant la taille ou la forme ou la couleur des globules rouges ou là des cellules sanguines. Donc concernant les globules rouges, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer une anisocytose, c'est-à-dire un problème de taille. Un problème de taille qui est caractérisé par une macrocytose, c'est-à-dire les globules rouges sont grandes, sont méga. C'est un signe biologique. Les globules blancs, contre elles, on va prendre juste les polynucléaires neutrophiles de tous les globules blancs et on va remarquer que les polynucléaires neutrophiles sont hyper segmentés. C'est-à-dire, vous savez que les polynucléaires neutrophiles, ils ont
Donc, vous savez que les polynucléaires neutrophiles, à peu près, ils ont un noyau qui est segmenté. D'accord? Un noyau qui est segmenté. Et quand il y a, par exemple, des polynucléaires neutrophiles avec des noyaux qui sont vraiment segmentés, donc on a ce signe biologique qui s'appelle polynucléaire neutrophile hyper segmenté. Les plaquettes sont de grande taille comme les globules rouges. D'accord? Pour le médulogramme qui est indispensable au diagnostic, et retenez ça, à chaque fois qu'on a une pancytopénie, le premier diagnostic et le premier examen complémentaire à faire, c'est le médulogramme. Je répète, quand il y a une pancytopénie, le premier examen complémentaire à faire, c'est le médulogramme qui est indispensable, qui va le conduire vers l'étiologie. Donc le médulogramme, quant à lui, il va trouver aussi des signes biologiques qui sont une moelle très riche qui est bleue. Pourquoi elle est bleue? Parce qu'il y a un excès d'érythroblastes qui sont immatures. Pourquoi immatures? Parce qu'ils ne sont pas capables de faire des mitoses nécessaires pour arriver au stade mature. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de vitamine B12 ou de vitamine B9. Les érythroblastes immatures sont très basophiles, ce qui va apparaître en bleu sur le médulogramme. Il y a aussi des cellules qui s'appellent le mégablaste, d'accord, qui sont juste des érythroblastes qui sont immatures, d'accord. Les cellules granuleuses et les mégakaryocytes sont de grande taille. Donc, en gros, le médulogramme, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver une moelle très riche bleue. Pourquoi elle est bleue? Parce qu'il y a un excès d'érythroblastes qui sont des cellules immatures qui sont basophiles qui va donner la couleur bleue. On va trouver aussi le mégaloblaste, qui sont seulement des érythroblastes immatures. On va trouver aussi des cellules granuleuses et des mégakaryocytes de grande taille. Donc, le médulogramme nous informe sur les globules rouges, sur les globules blancs, notamment les polynucléaires, et sur les plaquettes. Donc, en gros, on a trouvé des signes biologiques chez ce patient, par exemple. On a trouvé des signes digestifs et on a trouvé, par exemple, des signes neurologiques. Donc, on cherche l'étiologie. Il y a des examens à faire pour si vous voulez, confirmer notre diagnostic. Donc, on va doser les vitamines. Donc, on dose vitamine B12 sérique, on va trouver moins de 200 picogrammes par millilitre. On va doser les folates, on va les trouver moins de 4 microgrammes par décilitre. D'accord? Si, par exemple, on ne peut pas trouver on ne peut pas faire le dosage des vitamines, on peut faire une autre chose qui est le test thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire? On va administrer de vitamine B12 ou de vitamine B9. On commence toujours par la vitamine B12. Et puis, s'il y a par exemple une crise réticulocytaire entre le 4e et le 10e jour, c'est-à-dire une augmentation qui est franche et qui est brutale du taux des réticulocytes, on sait qu'il y a un manque de vitamine B12 tout simplement. D'accord? Ça, on le fait seulement en absence de dosage. Qu'est-ce que ça veut dire le test thérapeutique? Donc, pour la vitamine B12, il faut juste retenir cette phrase. Cette phrase-là. Donc, pour la vitamine B12, on va donner le vitamine B12 1 à 3 microgrammes par jour. C'est à peu près la même valeur que le besoin journalier. D'accord? Pour faciliter les choses, c'est la même valeur que les besoins journaliers. C'est 1 à 3 microgrammes par jour. Pendant quoi? Pendant 3 jours. Et on va observer une crise réticulocytaire entre le 4e et le 10e jour. Si on n'observe pas cette crise, ça veut dire qu'il n'y a pas un manque de vitamine B12. C'est un manque, par exemple, de vitamine B9. Et pour la vitamine B9, c'est ça. Pour la vitamine B9, on va administrer 5 à 15 microgrammes par jour per os pendant 3 jours. On va observer la crise réticulocytaire entre le 4e et le 10e jour. Voilà. Et en cas de malabsorption, si on sait que la cause est une malabsorption, on peut utiliser l'acide folique en injection. Après avoir confirmé que le mécanisme est une carence en vitamine B12 ou en vitamine B9, il faut chercher l'étiologie. L'étiologie pour la carence en folate, donc les étiologies sont multiples. Ils peuvent être une carence d'apport, tout simplement, ou augmentation des besoins chez la femme
enceinte, la femme allaitante ou les personnes ont une anémie hémolytique chronique. On peut, l'étiologie peut être aussi une malabsorption digestive. L'étiologie peut être aussi défaut d'utilisation, médicaments qui sont antagonistes des folates. Donc, à savoir que le mécanisme le plus fréquent en cas de carence en folate, donc l'étiologie la plus fréquente, c'est la carence d'apport. D'accord? Donc, la carence d'apport, c'est le mécanisme le plus fréquent dans la carence en folate. D'accord? Plus. D'accord. Super. Et en cas de carence en vitamine B12, la première étiologie, c'est une malabsorption. C'est la carence la plus fréquente. Donc, la malabsorption peut être due à différentes maladies, digestives bien sûr, il n'y a pas autre chose. Donc, la maladie peut être soit au niveau de l'estomac, soit au niveau de l'intestin. Au niveau de l'estomac, on peut voir une maladie de Birmer. La maladie de Birmer, c'est tout simplement des auto-anticorps anti les cellules phendiques. Donc, dans l'estomac, on a des cellules dans le fundus qui s'appellent les cellules phendiques, les cellules pariétales. D'accord? Donc, dans l'estomac, la partie haute de l'estomac, on a des cellules qui s'appellent les cellules pariétales. Ces cellules pariétales vont sécréter un facteur qui s'appelle le facteur intrinsèque, qui est vraiment important pour l'absorption de la vitamine B12 au niveau des lignans. S'il n'y a pas ce facteur intrinsèque, il n'y aura pas l'absorption de la vitamine B12. D'accord? En cas de maladie de Birmer, on a des auto-anticorps anti les cellules pariétales qui ne vont pas sécréter ce facteur. La non-sécrétion de ce facteur entraîne une carence en vitamine B12 par malabsorption, ce qui conduit à les signes qu'on a détaillés en haut. D'accord? La gastrite est tout simplement liée à la destruction des cellules de l'estomac, présence d'auto-anticorps dirigés contre les cellules pariétales, voilà. Les autres causes gastriques sont la gastrectomie totale. Quand on fait une gastrectomie totale ou partielle, enlevant une partie du fundus. Les causes intestinales sont une résection chirurgicale du grêle distal, notamment l'ilia, maladie de Crohn, les lymphomes, etc. Autre cause, défaut d'apport. Vous voyez que le défaut d'apport est une cause qui est vraiment rare en cas de carence en vitamine B12. Par contre, en cas de carence en vitamine B9, c'est une cause qui est la plus fréquente. D'accord? Très bien. Les autres causes médicamenteuses, colchicine, néomycine. D'accord? Retenez que en cas de carence en vitamine B12, c'est la malabsorption qui est le mécanisme le plus fréquent et les pathologies sont soit gastriques, soit intestinales. Comment traiter les carences en facteurs antipernicieux? Premièrement, il faut traiter l'étiologie quelle que soit, donc il faut traiter la pathologie. Deuxièmement, il faut traiter cette carence, d'accord, en B12 et en B9, en administrant ces facteurs. Donc en cas de déficit en B12, tout simplement, donc le traitement c'est facile. Donc, on administre quoi? S'il y a absence de signes neurologiques et s'il y a présence de signes neurologiques. Donc, s'il y a absence de signes neurologiques, donc on donne. Donc, en cas d'absence de signes neurologiques, on donne une ampoule en intramusculaire par jour de vitamine B12 jusqu'à qu'on corrige l'anémie. D'accord? S'il y a des signes neurologiques, on va continuer le traitement jusqu'à stabilisation ou disparition des signes neurologiques. D'accord? Et bien sûr, s'il y a une anémie de Birmer, il faut donner 2 vitamines B12 en intramusculaire chaque mois à vie. D'accord? En cas d'anémie de Birmer, il faut un traitement d'entretien qui est la vitamine B12 chaque mois pendant à vie. D'accord? La valeur, elle n'est pas vraiment à retenir. Il faut juste écrire vitamine B12 une fois, un mois. Et si vous arrivez à retenir la valeur, c'est mieux. Pour la vitamine B9, elle est vraiment facile. Donc, adulte, enfant et nourrisson. Donc, vous écrivez 20. La moitié de 20, c'est quoi? C'est 10. La moitié de 10, c'est quoi? C'est 5. Et vous écrivez milligrammes par jour, toujours pendant 2 mois, jusqu'à corriger le traitement. Voilà. Jusqu'à corriger l'anémie.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas surtout à mettre vos questions si vous avez dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et à la prochaine.